Alors aujourd'hui, on va plonger dans les profondeurs du développement psychologique. On pense tous connaître le cheminement, de l'enfance à l'âge adulte. Mais et si la carte qu'on utilise était en fait incomplète? Cette question, elle est vraiment au cœur de notre sujet. Parce que si notre carte mentale est incomplète, eh bien notre compréhension de nous-mêmes et des autres l'est aussi forcément. Alors creusons un peu. Ok, pour commencer, partons du territoire connu. La première partie de notre voyage, c'est le chemin classique, celui que la plupart des modèles psychologiques reconnaissent, le développement de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Voilà, ça c'est la carte classique. Tout part de l'expérience sensorielle pure du bébé. Puis, doucement, émerge la reconnaissance de soi et des autres, le fameux je et tu. Ensuite, c'est l'explosion de l'imagination, la capacité à se raconter des histoires. Et tout ce processus, il aboutit à quoi? À la formation d'un moi stable, une sorte d'identité narrative qui nous ancre dans le monde. Pour la psychologie traditionnelle, c'est un peu ça le point d'arrivée. Mais attention, c'est là que ça devient vraiment intéressant. On pense souvent que les problèmes de développement viennent d'un échec, mais en fait, parfois, le problème, c'est d'avoir trop bien réussi. C'est une idée qui peut paraître un peu étrange, je sais. On imagine le développement comme une course où il faut franchir des étapes. Mais que se passe-t-il si, pour réussir à franchir une étape, on est obligé de se déformer, de prendre une forme qui n'est finalement pas la nôtre? Et ça nous amène à ce concept clé, la suradaptation. Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est quand une nouvelle capacité, comme la pensée symbolique, n'est pas utilisée pour explorer le monde, mais comme une arme, pour se défendre dans un environnement familial toxique. L'outil qui devait servir à créer devient un bouclier, un simple mécanisme de survie. Et le truc, c'est que cette compétence utilisée de cette façon, elle se fige, elle se déforme. Elle n'est plus au service de la croissance, mais uniquement de la survie. Et en faisant ça, elle forge une structure psychique durable, une véritable armure défensive. Pour rendre ça bien concret, prenons un exemple assez frappant. Imaginez une petite fille de 6 ans, forcée par sa mère d'espionner son père pour trouver des preuves d'infidélité. À cet âge-là, elle développe tout juste la capacité de mentir, de jouer des rôles, mais au lieu de l'utiliser pour ses jeux, elle l'utilise pour naviguer un conflit de loyauté absolument impossible. Elle doit trahir un parent pour plaire à l'autre. C'est cette suradaptation à une situation intenable qui va forger chez elle une structure narcissique. Ce tableau est vraiment fascinant parce qu'il nous montre la carte de l'origine de ces personnalités complexes. Regardez la deuxième ligne par exemple. On voit comment un narcissisme pervers peut naître quand la pensée symbolique, qui émerge entre 3 et 6 ans, est utilisée comme une arme de manipulation. Ou encore, comment une structure obsessionnelle peut se construire à partir d'un besoin d'hypercontrôle pour gérer un environnement chaotique. L'échec n'est donc pas la seule voie vers la pathologie. La survie, parfois, en est une aussi. Maintenant, accrochez-vous bien, parce que la révélation suivante est encore plus grande. La carte qu'on a utilisée jusqu'ici, eh bien en réalité, elle ne couvre que la moitié du territoire. Il y a tout un autre monde qui existe au-delà du moi. La psychologie classique s'arrête en général au stade 5, celui de l'identité stable. Elle répond à la question « Qui suis-je ?» Mais le développement ne s'arrête pas là. Une nouvelle quête commence. Comment le monde fonctionne-t-il vraiment? On passe de la conscience de soi à la conscience du monde. Alors, quels sont ces fameux territoires inexplorés? On commence avec le stade 6, où l'on apprend à décrypter les jeux de pouvoir et les masques sociaux. Puis, au stade 7, la perspective s'élargit encore. On ne voit plus juste des individus, on commence à voir des systèmes entiers qui interagissent. Arrivé au stade 8, la validation ne vient plus de l'extérieur, mais d'une compréhension profonde de soi et du monde. Et enfin, le stade 9, c'est la vue panoramique sur les grandes dynamiques qui façonnent les civilisations. Bon, il est maintenant temps d'assembler toutes les pièces du puzzle. On va intégrer les structures psychiques dont on a parlé avec cette carte élargie de la conscience. C'est là que l'atlas complet prend forme. Juste avant de vous montrer la matrice, une petite légende rapide pour bien comprendre. Les cercles indiquent la densité de probabilité. En gros, c'est la tendance naturelle d'une structure psychique à investir les capacités d'un stade de conscience donné. Et la voici, l'atlas complet. Cette matrice croise les structures de personnalité avec les 9 stades de conscience. Prenez une seconde pour observer les schémas. C'est assez parlant. Remarquez comment certaines structures, comme borderline, sont très denses dans les tout premiers stades et quasiment absentes des derniers. D'autres, comme psychopathe, excellent dans les stades sociaux intermédiaires. Et on voit bien que très peu, au final, atteignent les niveaux supérieurs. Alors, le premier enseignement est assez saisissant. Les structures narcissiques, psychopathiques ou obsessionnelles sont particulièrement bien adaptées à nos systèmes modernes, en entreprise comme en politique. Pourquoi? Parce qu'elles maîtrisent à la perfection les stades 4 à 6, la manipulation symbolique, la construction d'une façade et la lecture stratégique des dynamiques de groupe. Et à l'inverse, ça explique pourquoi certaines personnes se sentent complètement en décalage.
Soit leur conscience est principalement ancrée dans les stades sensoriels et affectifs primaires, soit elle a déjà évolué vers une compréhension systémique du monde. Dans les deux cas, ça les rend incompatibles avec les jeux sociaux dominants. Pour finir, arrêtons-nous un instant sur ce que ça implique vraiment d'accéder à ces stades supérieurs de conscience. Quel est le prix à payer pour la lucidité? Cette citation est très forte. Une personne qui atteint les stades 7, 8 ou 9 devient très difficilement manipulable. Elle voit les structures, elle comprend les intentions cachées et surtout, elle n'a plus besoin de la validation du groupe pour exister. Elle devient, par définition, indomptable. Et voilà la question que cette carte élargie nous laisse. Si voir le monde tel qu'il est, avec une vraie autonomie, nous met en marge du système, alors quel est le prix à payer pour cette lucidité? C'est une question qui laisse à réfléchir. Merci d'avoir suivi cette analyse.